Alors, il est en 91. Moi, dans les années 80, j'ai passé 10-11 ans à Paris, dans les studios comme musicien, avec Alain Bachung notamment. Et donc, je rêvais de créer un studio parce que j'ai toujours préféré la chimie du studio à, à la fantasmagorie de la scène, on va dire. Et donc, je rêvais de créer un studio. Puis ça s'est présenté en 91. J'ai réussi à choper la console IMI, donc, qui a fait la réputation du studio en 1983, à un moment où ce matériel-là n'était pas recherché. Et en 91, j'ai créé Vega Studio ici. Voilà. Donc c'est parti d'une manière plus humble, avec juste un studio, une cabine. Et puis progressivement, 10 ans après, on a pu faire des logements pour les musiciens et accueillir tout le monde. Non, en fait, au départ, moi j'étais avec mon groupe, c'était en 93, j'étais avec mon groupe Helios Mortis et on avait une enveloppe de Barclay pour faire nos maquettes. Et j'ai cherché un studio dans le coin. euh, et en fait, on est arrivé ici, on a enregistré nos maquettes et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Manfred et que j'ai découvert la console et que je suis tombé amoureux d'elle, entre autres. Et Manfred, un peu plus tard, a fait appel à moi pour certains enregistrements. Et puis j'ai trouvé que le bureau était trop confortable, donc j'ai décidé d'y rester. On enregistrait sur bande à l'époque. Mm. C'était le magnéto, ouais. Alors moi, j'ai découvert très tôt que j'avais pas envie d'être ingénieur du son. J'ai découvert ça en créant le studio. Finalement, j'ai fait du son pendant 2 ans, je sais pas, quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé ça, si tu veux, c'était trop une charge à la fois de gérer le studio, de faire le son. Donc techniquement tout se passe bien et que artistiquement en plus les gens soient contents. Et j'ai découvert que c'était pas mon truc. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à Jean-Mi. Ça dépend des projets. Il y a des projets où j'étais plus impliqué, oui, comme réalisateur, mais c'était plutôt, ouais, j'ai fait plutôt ingénieur du son, en règle générale. Ou assistant aussi. J'ai été assistant quand il y avait des grosses productions qui venaient, et des producteurs anglais, américains, ce qui m'a permis aussi d'apprendre le métier, parce que moi j'étais autodidacte au départ, hein. J'ai appris le métier en mettant les mains dedans, et les oreilles aussi d'ailleurs. Et j'ai vu, comment dire, j'ai pu avoir l'occasion justement de travailler avec des producteurs américains, anglais, tout, qui avaient des manières différentes de faire de la prise de son. Et j'ai appris énormément de choses en les assistant. Oui, ben, ces consoles sont devenues fameuses à partir de 88 où Lenny Kravitz a enregistré Let Love Rule sur ces consoles-là et tout le monde était scotché par le son de cet album de Lenny Kravitz. Tout d'un coup, on était dans le numérique, on commençait à être vraiment dans le numérique, dans des consoles très très clean, SSL Nive très très clean, très très péchu, avec Trevor Horn qui était le réalisateur dans ces années-là, qui a fait rêver beaucoup d'ingénieurs du son. Et donc arrive Lenny Kravitz avec un son nouveau, mais en fait le son nouveau c'était du matériel ancien, c'était une console IMI et puis un magnéto 16 pistes à bande. Donc à partir de 88, les gens ont commencé à se poser des questions. Et, euh, et donc ces consoles IMI, bon, l'histoire de ces consoles IMI, c'était les consoles qui étaient conçues pour les studios Abbey Road, mais aussi pour tous les studios IMI dans le monde. Il y en avait en Allemagne, en Suède, en Afrique, il y en a eu 24, je crois, construites. Et moi, j'ai eu le bonheur d'en posséder deux. Ce qui m'a permis, j'en ai vendu une, ce qui m'a permis d'acheter du matériel, le magnétophone à l'époque. J'avais pas de bon magnétophone. Donc voilà, ces consoles étaient réputées et surtout très rares.
c'était des consoles qui n'étaient pas vendues sur le marché. Elles étaient construites uniquement pour les studios EMI avec une ingénierie EMI. Voilà. Donc j'ai vendu cette console après 91, après combien? 91 à 2022, c'est 22 plus 9, 31 ans. 31 ans de service. Mais moi, je l'avais acheté en 83. Donc, j'ai fini par la vendre parce que j'ai eu une offre. J'ai eu une offre qu'on peut pas refuser. Voilà. Mais je crois que finalement, c'est nous qui l'avons le plus utilisé, cette console. Oui, ouais, clairement, mais Mm. clairement. Clairement. Elle nous l'a bien rendu. Oui. C'était parce que le son était magnifique. Magnifique. Ouais. Ouais. Avec vraiment du caractère et puis Mais, hyper organique, quoi. mais aujourd'hui est arrivé, mais aujourd'hui, là, à l'instant, avec l'aide de nos amis de la vidéo, est arrivée une nouvelle console, Studer, 32 voix. Et donc, ça va être le futur du studio, avec beaucoup de préamplis. Là, il y en a une partie, mais il va y avoir 16 préamplis Nive 1073. Il va y avoir 8 API. Il va y avoir deux Chandler, plus il y a des Focusrite, il y a du GML. Si tu veux, l'idée du futur du studio, c'est d'avoir un énorme choix de préamplis et de pouvoir directement du préampli passer dans la console si on veut, mais enregistrer à partir des préamplis, quoi. Voilà. Donc, avec un éventail de sons différents au niveau des préamplis. Au niveau du parc, bon, on a un magnéto à bande 24 pistes Studer qui est peu utilisé parce qu'aujourd'hui la bande coûte cher, mais et puis ça demande un peu plus de temps d'enregistrer sur bande que d'enregistrer directement en numérique. Après, bon, il y a tout un panel de claviers et d'amplis. En clavier, il y a un Orgamon, un clavinette, un Wurlitzer, un Rhodes, Fender Rhodes. Et après, il y a des synthés vintage, Matrix 12, Memory Moog, plein de choses. Au niveau du parc de micros, ben, il y a pas mal de Neumann, il y en a 7, 8, 9 ou quelque chose comme ça, à lampe, sans lampe. Il y a un gros parc de micros qui permet quand même d'avoir un choix énorme au niveau de la prise de son. Et puis sur place, il y a des amplis guitares, pas mal d'amplis guitares qui sont aussi vintage, voilà, qui permettent d'avoir des sons que les guitaristes n'ont pas forcément avec leurs amplis, parce que j'ai des vieux amplis Garenn français des années 60, et puis du Gemini Ampeg, des choses comme ça qui sont assez typées, quoi. Voilà, donc j'essaye de proposer aux musiciens des trucs qu'ils vont pas acheter eux naturellement. C'est pareil, il y a quelques guitares qui ont été glanées au cours des années, voilà, qui sont à disposition aussi. Alors complémentaire, ça peut l'être, hein, parce qu'on peut choisir d'enregistrer sur de l'analogique parce que la restitution du son est pas la même. Au niveau de la dynamique et tout ça, c'est quand même plus intéressant d'enregistrer sur de l'analogique. Mais ce qui se pratique maintenant, c'est d'enregistrer sur l'analogique et reporter directement sur le numérique, parce que grâce au numérique, après, on peut éditer, etc. On peut un peu plus tricher. Voilà, sur tout ça. Si. Non. Oui. Ce qu'on pouvait pas faire avant. C'est vrai on était plus dans la performance quand on enregistrait sur l'analogique, c'était vraiment plus la performance. Après, quand le numérique est arrivé, les gens savaient qu'on pouvait éditer, qu'on pouvait faire des choses en éditant, etc. Et donc, il y a eu un grand passage où les gens étaient un peu moins dans la performance, parce qu'ils savaient qu'on pouvait réparer les erreurs derrière.
Ce qui est quelque chose qui est revenu un peu en arrière, je trouve, parce que ces dernières années, là, les gens reviennent vraiment et ont envie que sur l'enregistrement, on sente la performance. Ici, le studio, c'est quand même assez rock et pop, hein, en règle générale. Bon, il y a eu un petit peu de rap, et puis dernièrement, il y a eu des choses un peu plus exotiques, on va dire, puisqu'il y a eu Compay Segundo qui est venu l'année dernière, et puis il y a ce Brésilien dont je ne me rappelle pas le nom, hélas, qui est passé aussi par là. Mais sinon, c'était assez rock et pop. Et puis, je crois qu'il y a un petit panel de la scène française qui est passé au début, dans les années 90 et jusqu'à 2000, notamment Les Négresses Vertes, Zebda qui a fait 2 albums ici, Noir Désir qui a fini son dernier album ici également, Tanger aussi qui est venu, et puis pas mal de... Il y a des gens qui sont venus de l'étranger aussi, hein, notamment pour la console, qui sont venus de Norvège, d'Islande, d'Angleterre, d'Allemagne, un peu tous les coins d'Europe. Pays-Bas suisse. Il y a Bertrand Cantat qui a fait son album ici aussi, le premier Détroit. album. Ouais, avec Détroit. Hein? Avec Détroit. Ouais, Détroit, le premier album de Détroit qui a été fait ici. Beaucoup. Mais on a eu aussi des artistes comme Kali, Julien Doré, qui sont venus. Voilà, bon. Je me souviens pas de tout. La liste est assez longue hein, quand même. Donc, la liste est très longue. Non, c'est pas possible. Moi, si je compte en tout, je pense que je suis pas loin de la 50aine d'albums quand même. Avoir participé. Hein. Je pense qu'il y a peut-être autour de 300 albums qui ont été enregistrés ici, au total, sur 30 ans, quoi. Je sais pas. Franchement, j'ai jamais compté. Il y a des disques d'or qui sont pas accrochés. On les a refondus. Ouais, il y en a quelques-unes, mais je me rappelle d'une qui m'avait marqué. C'était justement le passage avec Noir Désir qui était venu ici faire finir donc l'Europe, un morceau très long qui durait un peu plus de 20 minutes. Ils avaient enregistré dans plusieurs studios et ils ont fait la finition ici. Ils sont restés une semaine. Et un matin, le percussionniste qui était avec eux pour l'enregistrement m'a demandé de placer un micro à l'extérieur du studio et sans le dire à personne en fait. Donc c'était une surprise apparemment qu'il avait à leur faire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après le déjeuner de midi, on est revenu. On a mis la piste en record et le gars avait voyagé dans le train avec sa tronçonneuse. Et il a démarré sa tronçonneuse devant le micro, tout doucement, et en accélérant progressivement. Et tout le monde entendait le son dans le studio et se demandait ce que c'était, en fait. Et il s'est avéré qu'à l'intérieur du morceau, ça fait monter une espèce de tension comme ça. Et ça, j'ai trouvé ça superbe. Mais à Vega, l'anecdote est permanente. Et le miracle aussi. Alors moi j'ai commencé à regarder les producteurs quand j'ai fait du travail en studio. Avant ça, je regardais les crédits des musiciens. Et le producteur, c'était quelque chose d'abstrait pour moi. Et puis quand j'ai bossé dans les studios à Paris, là j'ai compris vraiment le rôle du producteur. Et puis j'ai été moi-même producteur. Donc j'ai pigé l'histoire. Mais il y a beaucoup de producteurs différents, il y a beaucoup de manières de produire. Il y a des gens qui s'occupent vraiment du son. Et des producteurs qui s'occupent du son, et suivant les artistes, quand on leur demande leur avis aux producteurs, à ce moment-là, il intervient dans la musique. Et il reste discret, mais il dessine un paysage sonore. Il y en a qui vont intervenir beaucoup dans la musique, en amont, sur la structure de morceaux, sur les arrangements, et qui peuvent travailler aussi avec un ingénieur du son. Je veux dire qu'un producteur n'est pas forcément ingénieur du son. La plupart le sont, mais c'est aussi quelqu'un qui peut intervenir sur l'aspect arrangement et musical.
et structure, et voix, et texte. Donc ça regroupe beaucoup de rôles, en fait, le producteur. Basiquement, on peut dire que c'est le mec qui dessine le paysage sonore d'un album, mais c'est plus complexe que ça. C'est plus complexe que ça. Il y a des producteurs qui viennent avec leur ingénieur, et parce qu'ils connaissent le- les qualités de leur ingénieur et ils savent que ça va sonner, quoi. Mais par exemple, Jean-Mi, quand il fait ingénieur du son, si on ne lui demande pas son avis, il va pas le donner. Mais si on lui demande son avis, il va devenir un producteur. Et puis, il va pas forcément être crédité comme producteur, mais il va devenir un producteur. Voilà. Mais c'est très flou. C'est très flou. Ouais, c'est assez fou. Mais il faut une oreille extérieure. Il faut une oreille extérieure. C'est bénéfique. Ah ouais. C'est très rare que des groupes où des gens puissent se produire entre eux. Surtout des groupes où les avis sont différents. Et il faut quand même quelqu'un qui centralise, quoi. Ah ouais, il faut mettre en confiance le groupe. Il faut que le groupe soit mis en confiance et puis après, on peut un peu plus s'exprimer et puis les diriger dans certaines voies. Jean-Mi, toi, Ouais, moi j'étais surtout musicien, hein. Puis après, c'est après le premier album qu'on a fait, on a travaillé avec un Anglais et c'est à ce moment-là que ça m'a titillé, ça m'a donné vraiment envie de faire ça aussi. Et sinon, non, ben écoute, moi j'ai eu la chance de travailler avec des très bons producteurs ici et ça me suffisait en fait. C'était très bien comme ça. Moi à l'époque, dans les années 90, j'écoutais beaucoup de punk en fait. Donc il a fallu que j'élargisse un peu mon spectre. il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Idéalement, il n'y a que ça. Après, quand on a le temps, c'est tout. Plein de choses peuvent arriver. Quand on n'a pas le temps, ben, les groupes ont répété à mort avant d'arriver, et puis ils essayaient d'enregistrer très vite, quoi. Mais l'essentiel du travail du studio, c'est justement ce qui n'était pas prévu, c'est l'imprévu, c'est la nouvelle idée qui surgit en studio. Et c'est un environnement idéal pour ça, quoi. Mais ça devrait être que ça. Mais bon, voilà, on est limité par les budgets aujourd'hui. Ouais, limité par le temps du coup. Le temps, les budgets. Justement, dans les années 90, on pouvait rester un mois ou un mois et demi en studio. Aujourd'hui, quand ça reste 10 jours, c'est que c'est déjà beaucoup. Hein. Les albums se font même en une semaine. Voilà. Donc, effectivement, il faut avoir vraiment travaillé avant. Et il y a plus. La création a été faite avant de rentrer dans le studio. Alors que souvent, quand on avait vraiment du temps, on peut créer sur place et on a beaucoup plus d'outils en plus pour le faire. Et c'était beaucoup plus intéressant en fait au niveau de la création. Je dirais que la magie aujourd'hui, c'est plus chacun devant son ordinateur à la maison et chacun va vivre des moments magiques et voilà, découvrir des choses. C'est un autre aspect aujourd'hui des choses, mais pour les groupes, le studio, ça me semble encore quelque chose d'essentiel, quoi, d'enregistrer ensemble. Ça me semble, c'est quelque chose qui va perdurer et c'est quelque chose que les groupes désirent foncièrement. Ils n'en ont pas toujours les moyens, mais ils ont envie d'enregistrer ensemble. Ouais, et puis surtout, on apprend beaucoup de choses en le faisant. En venant en studio, on comprend beaucoup mieux là où on veut arriver, quoi. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on peut se permettre d'improviser plein de choses aussi, de se mettre en méthode, on improvise. Et la matière qui va ressortir, ben, elle sera ou bonne ou elle ne le sera pas. Mais en tout cas, si elle est bonne, on pourra s'en servir, puisque le son, il sera là au départ. Alors moi j'ai enregistré, effectivement j'ai enregistré à Miraval. J'ai même réalisé un album, quelqu'un qui s'appelle Fred de Fred dans les années 80 à Miraval.
Mais honnêtement, Miraval, c'était un studio trop grand. Il y a des grands studios comme Davout à l'époque qui étaient super viables. Et Miraval, j'ai trouvé que c'était un studio trop grand. On faisait les batteries au fond de la pièce. Et quand le batteur voulait écouter les prises, on entendait, on entendait ça pendant à peu près 45 secondes. C'est-à-dire, il devait traverser tout le studio et puis c'était pas il n'y avait pas d'intimité dans ce studio à l'époque. À l'époque. Maintenant, je sais pas ce qu'ils en ont fait, mais c'est rare qu'on dise qu'un studio est trop grand, mais là, j'ai trouvé que c'était trop grand. Alors que Davout, qui était un ancien cinéma et tout, c'était un grand studio. Là, il y avait, on avait une proximité avec la cabine. On était tout près de la cabine quand même. Oh, moi, à Davout, j'ai enregistré un tambourin une fois. J'étais tout seul au milieu de cette pièce immense. C'était pour qui? C'était presque ridicule. Helios Mortis. Helios Mortis. Ouais, c'est quand on mixait le deuxième album. On a mixé 2 morceaux là-bas. Sinon, on avait mixé à The Church, à Londres. Et il y a 2 morceaux dont on n'était pas très content du mixage. Donc, on l'a remixé. On a mixé 2 morceaux à Davout avec Clive Martin, un ingénieur anglais. Et à un moment, on s'est dit, il manque un tambourin. Donc j'ai été toute seule dans cette pièce immense faire mon petit tambourin avec le producteur exécutif de l'époque qui était Peter Murray et qui me disait dans l'intercom, Move your bone, Jean-Mi. Ce que j'ai fait. Il fallait danser en jouant du tambourin. C'est ça. Ouais. Le secret est là. Tout est là, dans la danse. Ouais, j'ai enregistré aussi à Hérouville pour Jacques Higelin. Sur l'album High, j'ai fait des synthés, puis du sax, je crois. Mais j'ai plus le souvenir d'avoir fait du sax, mais il me semble qu'il y a du sax dans l'album. Et voilà, donc j'ai connu Hérouville à ce moment-là, qui était déjà sur une... Hérouville était sur une phase déclinante à ce moment-là. Mais c'était un endroit assez magique, avec un parc magnifique, oui. Ouais. Non, moi, j'ai jamais travaillé en tant qu'ingénieur du son ailleurs qu'ici. Après, moi, j'ai été dans d'autres studios, mais c'était pour enregistrer avec des groupes, en fait. J'y étais en tant que musicien. Non, sinon, c'était là, et uniquement là. Non, parce qu'on on a été au studio du Manoir aussi. C'était un très beau studio qui est situé à côté de Dax. Et on a été donc à Londres aussi. Puis on est retourné aussi à Londres avec Tanger, quand j'étais à l'époque où j'ai enregistré leur album qui s'appelle Le Détroit. On avait enregistré ici, qui était produit par Gary Lucas, le guitariste de Jeff Buckley. Et on a été faire des cordes à Olympic Studio. Olympic, Christophe Van Huffel connaît bien, puisqu'il a mixé quelques morceaux pour l'album de Christophe. Et sinon, non, moi après, j'ai enregistré aussi pour d'autres personnes, mais c'était ici également.